en nos compétences locales pour penser notre développement, confiance en notre secteur privé national dans le cadre d'un patriotisme économique réfléchi, stratégique et assumé, pour valoriser pleinement nos ressources locales et développer des moteurs de croissance endogènes et compétitifs. La seconde rupture est celle du passage d'une logique d'urgence et de saupoudrage à court terme à une logique de vision et de planification à long terme. Si nous voulons être développés dans 1 à 2 générations, c'est maintenant qu'il faut définir ce que nous voulons devenir et commencer, pas à pas, mandat après mandat, à poser les briques successives vers ce Sénégal de demain. Nos classes politiques ont pris l'habitude de faire miroiter des miracles d'ici la prochaine élection. Comme nous avons des élections tous les 2 à 5 ans, la vision et l'action sont focalisées sur le court terme et les trésors de ressources financières, humaines et de temps mobilisés de façon non coordonnée dans la recherche d'effets spectaculaires du jour au lendemain. Nous ont fatalement retombé, tel Sisyphe, au pied de la montagne, avec notre fardeau toujours plus lourd et nos forces toujours moins vives, de la vanité de nos efforts. Dès lors, en lieu et place d'une vision ambitieuse, construite progressivement et méthodiquement, nous voyons une ribambelle de projets, d'urgence parfois douteuses, qui poussent comme des champignons et évoluent au fil de l'actualité et des inaugurations sur catalogue. Au final, l'action publique se résume essentiellement du saupoudrage. Elle mobilise le temps et l'énergie de nombreux acteurs. Elle coûte cher, mais a peu d'impact. Les citoyens n'en sont pas dupes. Au demeurant, même si les leviers d'action contre cette gabegie leur manquent, ne nous y trompons pas. En votant massivement pour le projet, c'est bien cette culture politicienne du saupoudrage de courte vue que les Sénégalais ont rejetée avec fracas. Ils savent que rien de solide pour leur avenir et l'avenir de leurs enfants ne se fera sans une vision ambitieuse, une planification sérieuse et une exécution rigoureuse. Ainsi, une rupture avec cette culture. Notre gouvernement, en rupture avec cette culture, notre gouvernement définira de façon précise le Sénégal que nous voulons pour demain, non pas en nous confinant à 2 ans, 5 ans ou la prochaine élection, mais armés d'une vision à 25 ans qui nous permette de nous attaquer de façon résolue aux batailles prioritaires pour sa mise en œuvre. Par ce moyen seulement, nous pourrons adopter des réponses sérieuses et durables aux aspirations des Sénégalais, en finalisant certaines et en initiant d'autres en passant. En finalisant certaines et en initiant d'autres et passant le témoin de génération en génération, en nous étant assurés que des fondements solides sont en place et les jalons posés. Pour chacune de ces batailles, notre gouvernement communiquera de façon honnête, transparente et responsable avec les citoyens. L'obsession de la prochaine élection, les pressions politiques du moment ne doivent pas dévier les actions sur le court terme et produire des effets détournés dans la conduite de politique et de décisions qui exigent une vision à long terme. C'est maintenant qu'il faut redonner au plan son rôle et sa dimension diaïste au sens du président Mamadou Dia. Ainsi, l'agenda national de transformation, désormais unique référentiel de nos politiques publiques, élaboré en seulement 6 mois, entièrement par des compétences nationales, sera opérationnalisé à travers un master plan de 10 ans qui déterminera les choix de politique sectorielle et un plan d'action quinquennal qui encadrera rigoureusement la programmation et l'exécution budgétaire. La troisième rupture est celle d'une logique de dépense à une logique de résultat. Le sentiment largement diffusé aujourd'hui, c'est que l'impact d'une activité se mesure au montant dépensé. Il y a toujours des inondations. Pourtant, nous avons dépensé des milliards. L'agriculture sénégalaise va mal, mais non. Regardez tout ce qu'on a dépensé en subventions et en machines. Cette culture apparaît dans toute l'ironie de sa splendeur lorsqu'on présente un budget de 7 000 milliards comme une prouesse. Ce qui compte, ce n'est pas de dépenser des milliards, c'est de bien dépenser ces milliards. Pour changer dans les faits et pour le mieux la vie de chaque Sénégalais. Ainsi, notre gouvernement travaillera à réorienter notre administration vers une culture de résultats. Notre priorité, ce ne sera plus combien de milliards ont été dépensés, mais bien l'impact relatif de chaque franc dépensé.
nous allons bâtir un État sénégalais capable, avec moins, de faire mieux. Du reste, cette logique du résultat et de l'impact ne sera pas seulement valable pour les dépenses issues de nos ressources publiques, elle le sera tout autant pour les ressources issues de nos partenaires au développement. À cet effet, nous avons commencé à mettre en place un nouveau dispositif d'identification et de sélection des investissements publics, en évitant d'engager des opérations d'investissement que le secteur privé pourrait et devrait réaliser. Dans cette perspective, la politique de partenariat de type public-privé sera repensée pour corriger les déséquilibres et imperfections constatés au cours de la dernière décennie. Une attention particulière sera apportée aux co-unitaires en redéfinissant la politique de commande publique et en retenant partout des prix de référence. La qualité des ouvrages et les délais de livraison de la commande publique deviendront des normes que tout contractant devra respecter. Par-dessus tout, la transparence devra être de rigueur dans le choix des entreprises contractantes qui devront remplir toutes les exigences de qualification et d'expérience requises. La quatrième rupture est celle d'une logique de gestion partisane à une logique de participation citoyenne. Notre ambition pour le Sénégal ne peut réussir sans une adhésion durable des populations et sans la participation de tous à la construction commune d'un Sénégal nouveau. En votant pour le projet, les Sénégalais ont également rejeté cette façon de faire de la politique, où l'on proclame la main dans le cœur, la main sur le cœur, que la patrie viendra avant le parti, et où chaque acte posé démontre le contraire. Nous ne voulons plus d'une gestion du pays qui se résume à la gestion partisane d'une clientèle politique. Nous ne voulons plus d'un pays où les richesses sont accaparées par un clan. Nous voulons, au contraire, un pays où les ressources du pays sont gérées au profit de tous et où le mérite est plus important que l'appartenance familiale, ethnique ou politique. La cinquième rupture consacre le passage d'une gestion centralisée à outrance à une logique de gestion déconcentrée, une logique, disons, territorialisée. En effet, notre ambition pour le Sénégal ne pourra être réalisée sans une gestion plus proche des territoires. Faire reculer le centralisme au profit de la gestion de proximité. Notre action sera dès lors de procéder à de profondes réformes en matière de décentralisation, de fiscalité et de gestion budgétaire, entre autres, afin de libérer le potentiel de notre terroir. Au sein de ces pôles, les villes épicentres seront au cœur de la nouvelle stratégie. Elles bénéficieront d'investissements conséquents en matière d'eau et d'assainissement, d'électrification, de gestion des déchets, d'infrastructures de transport et numérique, et j'en passe. Dans la même foulée, la décentralisation sera approfondie en renforçant les compétences, les capacités et les moyens financiers des collectivités territoriales. La charte de la déconcentration sera intégralement mise en œuvre afin de rapprocher l'administration des usagers du service public. La sixième rupture consiste à bannir la logique d'accaparement au profit d'une minorité, au profit d'une logique d'équité et de justice. La reddition des comptes, puisque c'est de là qu'il s'agit, ne doit plus être perçue comme une exception aux règles de gestion de la chose publique, mais plutôt comme un principe de transparence et une exigence de gouvernance. Nous nous inscrirons dans ce cadre, aussi bien pour l'audit de l'utilisation des fonds publics antérieurement à notre arrivée au pouvoir, que pour la gestion des affaires publiques durant les années de notre gouvernance. L'État veillera à ce que les structures de contrôle et les juridictions compétentes puissent exercer leurs missions respectives, conformément aux lois et règlements, mais également en application des principes de la séparation des pouvoirs et de la présomption d'innocence. Nous mettrons ainsi en œuvre les conclusions des assises de la justice et en faire l'objet de consensus, et poursuivrons les consultations et le dialogue pour bâtir un pacte social durable. Nul ne pourra désormais se prévaloir d'une proximité partisane pour accéder à des faveurs indues ou se protéger de sanctions méritées. Chaque talent national sera promis en ne tenant compte ni de son origine, ni de sa religion, ni de son appartenance partisane. Enfin, la septième rupture implique le passage d'une administration bureaucratique à une administration moderne et performante. L'administration doit être le fer de lance de la conduite du changement auquel nous invite le chef de l'État. Elle sera plus attentive et orientée vers la satisfaction de l'usager. Le clientélisme y sera aboli,
conformément à l'invite du chef de l'État aux agents de l'administration. Chaque agent de l'État, à quelque niveau qu'il soit, devra faire sien le nouveau paradigme d'une administration performante et moderne. À cet effet, le gouvernement engagera les réformes idoines pour doter les services administratifs de capacités humaines qualifiées et motivées, ainsi que des moyens de fonctionnement liés, tout en amplifiant la lutte contre le gaspillage dans les dépenses courantes. La corruption et la concussion seront combattues sans faiblesse, en commençant par accélérer l'automatisation des procédures administratives. Nous avons déjà entrepris de bâtir une administration publique autour des principes de probité et d'intégrité, autour du Djoub, du Djoubel et du Djoubbanti. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, après vous avoir rappelé ces principes et après vous avoir dressé l'état des lieux, vous avez rappelé les 7 principes qui vont fonder notre logique de rupture. Nous allons faire quelques développements sur le cap 2025-2029. Les ruptures que je viens d'évoquer guideront notre stratégie opérationnelle pour les 5 prochaines années. Pour cela, notre premier devoir est de traduire la vision du chef de l'État de façon concrète pour qu'elle soit partagée et que chaque Sénégalais soit fier d'en parler, soit fier chaque jour d'y apporter sa pierre. D'abord, un Sénégal souverain sera une réalité tangible si nous nous en donnons les moyens en matière économique, énergétique, alimentaire, pharmaceutique, scientifique, technologique et sécuritaire. Un Sénégal juste repose sur une véritable paix sociale, une nation où règne la justice, l'équité, l'unité et la cohésion nationale. Un Sénégal prospère implique de tripler le revenu par habitant pour rejoindre la catégorie supérieure des pays à revenus intermédiaires. Et cette ambition sera réalisée grâce à une croissance annuelle minimale de 6,5% sur 25 ans qui transforme qualitativement la vie des populations. Croissance inclusive, s'entend, et une croissance endogène également. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, l'agenda national de transformation se décline en 4 axes, à savoir, premier axe, une économie compétitive. Deuxième axe, un capital humain de qualité et l'équité sociale. Troisième axe, un aménagement et un développement durable. Et enfin, quatrième axe, une bonne gouvernance et un engagement africain. Pour réussir ces axes, il y a des prérequis indispensables. Les conditions de succès de cette vision reposent sur des prérequis relatifs à la présence d'un État stratège, sachant anticiper les mutations, sachant planifier les actions, sachant réguler efficacement et dans la transparence les politiques publiques. Ces prérequis ne sont toutefois pas des conditions suffisantes dans le cas des pays en développement comme le Sénégal, fortement dépendants des flux de financement et d'investissements étrangers. Il leur faut impérativement résoudre cette problématique de dépendance en relevant sensiblement leur capacité de mobilisation de ressources internes au travers de la politique fiscale, l'approfondissement du marché du crédit bancaire et du marché financier, mais surtout la promotion de mécanismes alternatifs de financement. Concernant la politique de relèvement sensible des recettes de l'État, la fiscalité, il ne faut pas que les Sénégalais en aient peur, parce qu'elle est la base et le soutien de toute action politique et de toute capacité à relever l'offre de biens et services publics. La fiscalité est certainement le maillon le plus important de la politique budgétaire. Cependant, le Sénégal peine à mobiliser de manière optimale les recettes fiscales, principal instrument de financement souverain. Aujourd'hui, nous sommes à un taux de pression fiscale d'un peu moins de 18%, en deçà donc du ratio de 20% fixé par le critère de convergence de l'UEMOA. Notre ambition est d'atteindre et de maintenir un taux de pression fiscale supérieur ou au moins égal à 20%, ce qui correspondrait à des recettes additionnelles de plusieurs centaines de milliards annuels. Ce résultat est largement à notre portée si notre système fiscal et notre administration fiscale et nos administrations fiscales et douanières qui l'exécutent sont purgées des tares qui plombent leur action. Il s'agit notamment de juguler le phénomène incontrôlé des niches fiscales avec son corollaire mal ou sous-évalué de perte de recettes. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, dans le cadre de l'ambitieuse réforme fiscale que je propose, mon gouvernement s'engage ici et maintenant à formuler et à mettre en œuvre des mesures fortes de rationalisation des dépenses fiscales
afin de réduire progressivement l'impact des exonérations sur la mobilisation des recettes, tout en restaurant des marges budgétaires pour le financement de notre politique économique et sociale. Notre politique fiscale conciliera le besoin de mobilisation des recettes fiscales à la politique de promotion des investissements dans le pays. Pour relever ce défi, le Sénégal procédera à l'évaluation d'impact économique et social des avantages fiscaux au-delà des évaluations budgétaires habituelles. Aujourd'hui, l'analyse des données sur les dépenses fiscales donne l'impression d'une générosité sans contrôle de l'État, pour des résultats dont l'efficacité n'est pas démontrée. Ces dépenses évaluées sur la période 2019-2022 s'élèvent à 2232 milliards de francs CFA. Cet exercice devrait être un instrument de pilotage permettant d'apprécier l'efficacité et l'efficience des dépenses fiscales. Ainsi, nous élargirons l'assiette, nous élargirons le périmètre de l'évaluation des dépenses fiscales, c'est-à-dire celui des mesures recensées et évaluées, à travers l'audit exhaustif de toutes les mesures tendant à baisser le poids de la fiscalité pour une activité économique ou une catégorie socio-professionnelle de citoyens contribuables. Une nouvelle matrice des mesures dérogatoires devra être dressée à fin décembre 2025. Le gouvernement travaillera également sur la rationalisation des exonérations relatives, premièrement à l'impôt sur les sociétés des